Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour. On est le 8 mars et évidemment c'est la journée internationale des droits des femmes et on se dit ce jour-là, vous qui êtes féministe, qu'est-ce qu'on peut souhaiter quand on est une femme et quand on a envie finalement de liberté? On va parler de votre livre qui s'appelle Enfin seule. Eh ben, on peut souhaiter qu'on n'ait plus besoin d'une journée pour les droits des femmes et que ce soit cette journée tous les jours, que nos droits soient enfin entièrement reconnus. Oui, c'est toujours un combat, au fond. On se dit, on a l'impression chaque année, il faut repartir comme ça, rappeler les choses. Oui, c'est un combat culturel, hein, c'est un combat sociétal. Il y a encore énormément de réflexes, d'archétypes, de choses intériorisées qui font que non, les femmes ne sont pas encore tout à fait les égales des hommes dans la société. Oui, vous êtes essayiste, féministe. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, être féministe aujourd'hui? C'est quel combat on se dit qu'on doit mener? Être féministe, c'est une lutte politique. C'est une lutte pour que les femmes aient exactement les mêmes droits que les hommes dans la société. C'est aussi une lutte, à mon sens, pour que le genre soit reconnu comme un véritable effet culturel. Je pense que c'est vraiment très important d'insister là-dessus. C'est poser un regard genré sur le monde et constater que les choses, comme la solitude, par exemple, dont je parle dans le livre, n'ont pas le même visage selon qu'elles s'appliquent aux hommes ou aux femmes. Oui, vous parlez des mouvements MeToo, vous parlez de toute cette révolution de la parole, ce qu'on a assisté aujourd'hui, au fond. Quel changement ça a opéré, au fond, pour les femmes? Et le regard, peut-être? Alors malheureusement, moi personnellement, je suis assez pessimiste concernant l'effet concret que le mouvement MeToo a eu sur la société. Je pense que les viols, les violences sexuelles, les violences sexistes n'ont pas diminué dans la société. On a même observé une augmentation des dénonciations pour viol et pour violences sexuelles. Alors après, c'est aussi l'effet MeToo justement qui a permis à plus de femmes de prendre conscience de ce qu'elles subissaient et de pouvoir le dénoncer. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de modification du comportement des hommes vis-à-vis des femmes. Il n'y a pas non plus de grands mouvements ni légal ni judiciaire, même si le consentement est rentré dans la loi. Mais pour moi, c'est des choses qui sont plutôt symboliques. Mais je pense que le véritable changement, il doit venir de l'éducation, quelque chose qui doit se passer dès l'école. Et on voit que, par exemple, la loi Evars sur l'éducation sexuelle à l'école n'est toujours pas appliquée parce qu'il y a énormément de résistance, beaucoup de tabous pour faire rentrer ces questions dans l'éducation des enfants. Donc je crois qu'il y a encore énormément de travail pour éradiquer totalement les violences sexuelles. Alors, ce qui est étonnant, on va parler de votre livre, hein, Lorraine Bastide, Enfin seule, chez Alary Éditions. Au fond, vous dites la solitude est un enjeu féministe. Et alors, on est surpris, on ne s'attend pas à ça. La solitude. Et oui. En fait, je me suis rendu compte effectivement que si on regarde avec le prisme du genre, la solitude ne va pas renvoyer à la même réalité selon qu'on imagine un homme seul ou une femme seule. Vraiment, quand on dit la femme seule, on imagine tout de suite Bridget Jones. On imagine une célibataire, une femme qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, qui est forcément un peu triste de cette situation, qui souffre de sa solitude. Alors qu'un homme seul va pouvoir convoquer un imaginaire de penseur, d'artiste, d'explorateur, d'aventurier. Et tout ce qu'il peut y avoir de positif dans la solitude, tout l'aspect créatif, tout l'aspect passionné, ce qui nous permet de découvrir le monde, de nous relier aux autres dans la solitude, est complètement invisibilisé chez les femmes, alors que c'est une possibilité. Donc il y a un enjeu féministe déjà pour que les femmes puissent revendiquer le droit à une solitude sereine, une solitude choisie, une solitude créative. Et puis il y a énormément d'autres enjeux qui sont par exemple économiques. Pour pouvoir être seule, il faut pouvoir avoir un lieu à soi, avoir une indépendance financière et économique. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple en France, il y a encore 5 millions de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les femmes représentent la majorité des personnes précaires, sans emploi. Donc en fait, comment être seule si on n'a même pas la possibilité de pouvoir vivre seule? Donc c'est un enjeu féministe à bien des égards. Et puis sur l'histoire longue, la possibilité pour les femmes de véritablement vivre seules, sur le plan légal, est très récente. On a le droit de demander le divorce que depuis très peu de temps. On a le droit d'avoir un compte en banque à notre nom que depuis les années 70. Donc en fait, aujourd'hui, il me semble qu'il y a toute une génération, enfin ça représente plusieurs générations de femmes qui sont des pionnières dans l'histoire du monde occidental parce qu'on est les premières à avoir finalement, légalement, le droit de vivre seule, de n'être pas mariée, de n'être pas rattachée à un mari ou à un père, de mener notre propre vie. Et il subsiste encore quelque chose dans les esprits, y compris ceux des femmes seules, de l'ordre de l'échec. Comme si nos vies n'étaient pas pleines, si on n'était pas en couple, si on n'était pas marié, alors que pourtant, on peut être parfaitement heureuse et épanouie en vivant seule. Donc c'est ce que j'ai voulu démontrer dans ce livre. Et alors, vous appelez ça l'enfin solitude. Ouais. C'est un concept
C'est un concept dont j'avais besoin. Il fallait que j'invente un néologisme. Parce que le mot solitude, il a une connotation en français qui est assez négative. D'ailleurs, c'est vraiment le cas qu'en français. Par exemple, en anglais, on ne va pas confondre loneliness, qui est le sentiment de détresse qu'on ressent dans la solitude, et solitude, qui est plutôt un mot positif, qui renvoie justement à cette solitude sereine et créative. Donc il fallait un mot qui désigne cette solitude choisie pour les femmes, et le mot « enfin » me permettait de montrer que c'était un aboutissement historique, que c'était quelque chose, une conquête assez récente pour les femmes dans leur ensemble, et puis aussi pour moi-même, oui. Parce que ce que je raconte aussi dans ce livre, c'est la conquête de ma propre enfin solitude. Oui, et vous racontez d'ailleurs très personnellement une semaine avec les enfants oui. et une semaine à la solitude, et c'est important les deux. Et au fond, c'est une leçon pour toutes les femmes. Et au fond, vous dites sois belle et surveille-toi, c'est qu'au fond, le droit d'être libre du regard des autres, au fond. Le droit d'être... C'est ça, au fond, une forme de solitude. Oui. Il y a effectivement un concept qui est important dans mon livre, c'est celui de surveillance. En fait, quand on regarde les travaux des historiennes, des anthropologues, des sociologues, elles ont très bien démontré que finalement le mariage, et puis à une certaine époque aussi le couvent, c'était des façons de maintenir les femmes sous surveillance. C'est un enjeu anthropologique. Il a fallu pendant des siècles, des millénaires, qu'on surveille les utérus des femmes afin de garantir que les femmes se conformaient à leurs fonctions reproductives. Alors aujourd'hui, les avancées légales nous permettent d'être libérés de ce regard. On n'est plus obligé d'être sous le regard d'un mari ou d'un père. Mais il me semble que persiste cette surveillance dans le regard que les femmes se posent sur elles-mêmes. Et je me suis rendu compte que même seules, on continue d'être dans la glace à observer nos rides. Est-ce qu'on a grossi? Est-ce qu'on est encore conforme aux critères de beauté, de jeunesse éternelle absolument irréalisables qui sont imposés par la société? Et tous ces critères-là, évidemment, ils sont imposés par des images médiatiques, par le capitalisme. C'est des injonctions très consuméristes. Et donc, arriver à se libérer entièrement de ce regard, ça passe aussi par, finalement, supprimer le regard masculin, le male gaze, qui subsiste en nous, même quand on est seul. Oui. Donc effectivement, il y a aussi un travail à faire en soi. Oui, et au fond, ne pas avoir peur. Et vous racontez même les contes, la forêt oui. qui est l'ennemi des femmes, aller dans la forêt, etc. Et aujourd'hui encore, les femmes sont assignées à rester chez elles. Oui. Alors, il y a une expression, c'est très intéressant. Vous dites par exemple, une femme publique, c'était une prostituée. Au fond, on renvoie la femme à l'espace privé. Oui. Elle ne doit rester qu'une femme privée. Tout à fait. Ça, je pense que c'est encore un mécanisme très, très puissant dans le sexisme aujourd'hui, c'est qu'on continue d'assigner les femmes à la sphère privée, à la sphère familiale, à la sphère intime. Et c'est encore difficile pour une femme, par exemple, qui veut voyager seule, de ne pas se faire recommander de faire attention, c'est dangereux. Voilà, la rue, c'est encore un espace dangereux pour les femmes. Randonner, marcher en forêt, fais attention, t'es en danger. Et je pense que ça, c'est vraiment des archétypes, c'est des mythologies qui ont été mis dans le crâne oui. des gens, et des petites filles en particulier, à travers certains contes comme Le Petit Chaperon Rouge. Or, il y a un immense paradoxe dans cette injonction-là, c'est que, très clairement, les femmes, aujourd'hui, sont bien plus en danger chez elles que dans l'espace public. C'est chez elles que les femmes risquent leur vie. Une femme meurt sous les coups de son mari ou de son ex-conjoint tous les 3 jours en France. Et c'est bien plus, ce sont des chiffres bien plus grands que les femmes qui meurent tuées par un inconnu dans la forêt ou dans la rue. Mais ce qui est intéressant aussi, et ça je m'en suis rendu compte déjà en écrivant mon livre, parce que moi je marche beaucoup dans la forêt, et en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que dans la forêt, avec moi, il n'y a pratiquement que des femmes. Donc on est déjà très nombreuses à s'être affranchies de ces interdictions, et à aller explorer le monde. Et puis en faisant la promotion de mon livre, j'ai rencontré énormément de femmes randonneuses, voyageuses, qui m'ont dit merci de raconter cette réalité parce qu'on n'a pas attendu la permission pour voyager toute seule. Oui, alors c'est vrai que c'est un livre formidable. Vous dites au fond, bâtir sa cabane, j'adore cette expression, c'est qu'au fond, en fait, vous dites au fond, la cabane, c'est pas le domicile, c'est dans sa tête. Ouais. C'est qu'au fond, cette liberté-là, cet univers, il faut l'avoir soi-même. Exactement. Ouais, la cabane, c'est un petit peu ma version de La chambre à soie de Virginia Woolf que je me suis un peu réappropriée. C'est vrai qu'une cabane, ça me plaît plus qu'une maison parce que une cabane, a priori, il n'y a pas de volets, il n'y a pas de porte blindée, on peut laisser rentrer la nature, les animaux, les amis. C'est beaucoup plus, moins imperméable au monde. Et puis, ça renvoie aussi au domaine de l'enfance. Et je crois que
en fait, cette capacité à être bien seul, à parler avec soi-même, à être dans un monde imaginaire, à pas avoir besoin de la validation extérieure, on l'a dans l'enfance. Je crois que les petites filles l'ont encore en elles et qu'il y a un moment à l'adolescence où on nous apprend à chercher notre valeur dans le regard des autres, en particulier des hommes, et où on perd cette capacité-là. Donc avec cette histoire de cabane, oui, je voulais reconvoquer la petite fille insouciante et fière d'elle-même qu'on a tout en nous. Merci beaucoup. Merci Lorraine Bastide. Ça s'appelle Enfin seul. C'est un livre absolument formidable et très optimiste. Et ça nous fait plaisir pour ce 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, d'avoir comme ça ce regard. On dit aux femmes, défendez-vous, soyez libres. Oui. Et c'est ça le message de ce livre. Et continuez de défendre vos droits parce que les temps sont menaçants pour nos droits et il est vraiment très important de rester très vigilante. Merci beaucoup Lorraine Bastide d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous. Merci.